Il arrive que la vie nous mette à genoux. Et pourtant, au cœur même de l'épreuve, certaines personnes se découvrent des forces insoupçonnées, des intuitions nouvelles, et parfois même de véritables dons comme le magnétisme. Il est vrai que derrière une blessure, un choc ou un drame peut se cacher une révélation, un basculement où la fracture laisse jaillir une lumière plutôt inattendue. Alors, est-ce un mécanisme de survie de notre esprit ou bien l'appel d'une mission de vie? Dans cet épisode, nous explorons ces questions avec Philippe Grand, survivant des attentats du Bataclan, qui va nous raconter comment son chemin l'a conduit de la douleur de ce drame au magnétisme. On lui demandera également comment se développe le magnétisme, comment devient-on magnétiseur et comment apprend-on à sentir et à canaliser cette énergie qui circule en nous et autour de nous. Mais nous serons aussi en compagnie du docteur Éric Dudois, psychologue clinicien, pionnier de l'accompagnement spirituel dans les soins, et il va nous éclairer sur la manière dont un drame peut agir comme un révélateur intérieur. Un dialogue inédit entre un magnétiseur et un psychologue que je vous invite à découvrir dès maintenant. Et si vous écoutez la version gratuite de ce podcast sur YouTube ou sur les réseaux, sachez que vous n'entendez là qu'une petite partie de cette longue discussion. Discussion complète à retrouver dans la version intégrale de l'émission. Et pour y accéder, c'est très simple, il vous suffit de vous abonner. En devenant abonné à Inexploré TV, eh bien, vous ouvrez la porte non seulement de nos podcasts, mais aussi de l'ensemble de nos vidéos avec des documentaires, des séries, des émissions et chaque semaine de nouveaux contenus pour nourrir votre quête spirituelle. Et d'ailleurs, notre dernier film, intitulé Se relier à nos défunts, vous donnera des clés concrètes pour honorer celles et ceux qui nous ont quittés. Un sujet en résonance profonde avec la période de la Saint-Main qui approche, mais aussi, vous allez le découvrir avec la thématique du jour. Alors, si tous ces sujets résonnent en vous, soutenez-nous, rejoignez l'aventure et profitez de toute la richesse d'Inexploré. Bienvenue à la croisée des mondes, bienvenue dans ce nouveau podcast d'Inexploré. On est ensemble pour une petite heure d'émission et aujourd'hui j'ai le plaisir de laisser le micro à notre journaliste Thierry Penin. Bonjour Thierry. Bonjour, merci Sébastien. Le 13 novembre 2015, à Paris, des vies détruites, physiquement ou psychologiquement. 10 ans après, nous voulions donner la parole à une personne qui a survécu à l'attentat du Bataclan et qui a depuis transformé sa vie et développé ses capacités en magnétisme. Et avant d'analyser avec Éric Dudois les divers chamboulements et transformations qui arrivent suite à un trauma, nous accueillons notre témoin du Bataclan, Philippe Grand. Bonjour Philippe, Bonjour Thierry, bonjour à tous. merci beaucoup d'être avec nous. Philippe, est-ce que tu peux nous conter ton histoire un petit peu avant et après le Bataclan? Alors moi je suis issu en fait, en gros, on va dire d'une formation, plutôt en fait en marketing communication. C'est maintenant que j'ai fait mes études et puis en fait j'y ai travaillé à peu près pendant une vingtaine d'années. Donc j'ai commencé en tant que chef de projet, où je gérais en fait en gros des campagnes de communication, opérationnelle, digitale. Et puis après, en fait, je me suis réorienté vers le côté un peu créatif et en fait, voilà, après j'étais effectivement plutôt dans la création, on va dire, des campagnes, de communication. Donc pour moi, la vie était plutôt, cool en fait. En gros, ça me comment dire? Je disons qu'elle était confortable pour être précis, parce qu'effectivement je gagnais bien ma vie, parce que sur les dernières années, j'étais pendant 10 ans, j'étais, en télétravail, heu et en fait, ça ronronnait un petit peu dans ma vie et donc le effectivement, 13 novembre 2015, donc j'étais avec un ami en fait, au Bataclan, des événements que vous connaissez et là, ça a été effectivement un gros choc forcément, hein, ce genre d'événement effectivement laisse pas indemne, qui m'a fait vraiment prendre en fait un vrai virage en fait, dans la perception de la vie, dans le sens où effectivement c'est effec à partir du moment en fait en gros
on voit des corps tomber, à côté de nous, qu'il faut effectivement qu'on a plusieurs mois, en fait, en gros, pour, réfléchir un petit peu au sens de la vie et il faut pouvoir redonner du sens parce qu'en fait, la grosse difficulté, c'est que, heu, j'avais l'impression d'avoir coché toutes les cases, en fait, dans ma vie. C'est-à-dire qu'effectivement, sans être, un cador, hein, mais j'ai en fait, voilà, je gagnais bien ma vie. J'étais en fait en famille, marié, avec des enfants et j'avais vraiment l'impression d'avoir coché toutes les cases et malgré tout, en fait, j'avais l'impression d'être heureux, en fait, à cette époque-là et en fait, quelque part, à un moment donné, suite à ces mois, en fait, en gros, d'analyse, de suivi, en fait, en psychothérapie et cetera, enfin, j'ai ouvert les yeux, en fait et je me suis rendu compte qu'en réalité, je ne l'étais pas. Je n'étais pas forcément. En fait, ce ronron quelque part, malgré le confort que je pouvais avoir dans ma vie, ne m'animait pas et c'est effectivement, le fait d'avoir entre guillemets «frôlé la mort» qui, en fait, m'a un peu réveillé à ça. Et donc suite à ça, bon, bah, forcément, j'ai pendant plusieurs mois, en fait, en gros, il y a la cellule, en fait, en gros, de prise en charge des victimes, où j'ai été accompagné par, une psychologue, en fait, en gros, qui voilà, qui m'a suivi, qui était bénévole et qui était, voilà, en fait, enfin, je tiens vraiment à les remercier parce que sans elle, réellement, elle m'a vraiment ouvert, en fait, aux thérapies douces. C'est-à-dire que moi, en fait, en gros, après le Bataclan, je n'ai pris aucun antidépresseur, aucun anxiolytique. J'ai tout fait en fait à la base en fait, de discussion en fait, de suivi avec elle, de méditation que je ne pratiquais absolument pas. En fait, elle m'a orienté vers ce genre de choses en fait, en réalité. De la méditation, de la prière, de la respiration en pleine conscience, des choses très douces et en fait, en réalité, j'ai vu, à quel point en fait alors j'étais dans un état d'anxiété quand même assez sévère, hein, vous imaginez bien. Et j'ai vu en fait, en gros, à quel point effectivement on était capable enfin, en tout cas certaines techniques, certaines pratiques nous permettaient effectivement de reprendre un peu le contrôle, là où je suis resté quand même pendant 1 mois et demi en PLS sur mon canapé, en fait, en gros, à ne plus pouvoir bouger, j'étais en distanciation, c'est-à-dire que j'étais complètement privé de mes émotions et petit à petit, je me souviens, elle avait des mots qui étaient marquants en fait, à chaque séance. Elle me disait souvent, «Prenez le temps, faites-vous plaisir, et vivez l'instant». Mmh. Quelle est là où les cases, tu disais j'avais l'impression, à chaque fois tu disais l'impression et quelles sont les cases que tu n'avais pas remplies avant et que que tu as remplies maintenant peut-être? Quelle case tu coché? Je pense qu'en réalité, même si, ce que je faisais en fait, convenait, hem, je pense que j'ai plus misé sur la réussite professionnelle, pour me prouver des choses et pour prouver des choses aussi à mon entourage, heu, comme quoi j'étais capable, plutôt que d'être, avec un grand E, réellement, qui je suis. C'est-à-dire s'autoriser à être pleinement soi et en fait, c'est-à-dire s'aligner, trouver une sorte de paix intérieure, son alignement intérieur pour qu'ensuite on puisse s'aligner en fait avec son environnement. Et je sais qu'effectivement, par exemple, quand je travaillais dans la publicité, aussi bien dans le domaine de la création que de la gestion de projet, heu, ce pourquoi je devais faire de la promotion, en réalité, je n'étais pas forcément fier de ce que je faisais, même si ça me permettait, d'avoir, le confort de vie qui allait bien à côté. Et qu'est-ce qui a changé aujourd'hui alors? Tes Bah, ce qui activités sont plus alignées avec qui tu es peut-être? Alors oui, bah, aujourd'hui, je vis moins dans l'opulence, ça c'est sûr, mais par contre, effectivement, j'ai l'impression d'être pleinement moi. C'est-à-dire qu'en fait, le Philippe qui se lève le matin, le Philippe, en fait, en gros, qui, va, en fait, être en consultation, qui va organiser des événements, enfin, parce que j'organise aussi des événements aujourd'hui, des collectifs, en fait, pour faire des salons, ce genre de choses. En fait, c'est le même et ça, je l'ai vraiment découvert, en fait, parce que enfin voilà, en fait, je trouve qu'on est dans une société, en fait, où on porte parfois beaucoup de masques et c'est pas forcément évident, de pouvoir être soi dans les différentes sphères de sa vie. Mmh.
Je trouve qu'on s'allège beaucoup, en fait, lorsqu'on s'autorise à être soi, en fait, pleinement. Alors aujourd'hui, tu es, magnétiseur, Mmh. heu et tu pratiques d'autres activités dans les thérapies douces. Est-ce que quand tu étais, dans ton métier, on va dire plus classique, plus standard, dans la communication et le marketing, est-ce que tu avais, la sensation que tu avais déjà quelque chose dans les mains? Parce que tu m'as, révélé que quelque part tu l'avais toujours eu, mais est-ce que tu le savais à cette époque-là? Alors, te dire que je l'ai toujours eu, j'en suis pas certain. Heu, il se dit qu'en fait, on a tous du magnétisme, en réalité. On a tous de l'énergie, mais à cette époque-là, moi, je fonctionnais beaucoup sur le mode de l'ego. C'est-à-dire, effectivement, le mental, être accaparé par le mental, par, les projets, par, l'ambition, par tout ça et en réalité, je pense que pour pouvoir accéder à ces capacités, il faut, créer une dérivation, et en fait, se débrancher du mental pour se reconnecter au cœur et en fait, je pense que le Bataclan, quelque part, c'est ce qu'il a permis de faire. Il a fait le court-circuit au niveau du mental et il m'a permis, en fait, en gros, de lâcher prise sur l'ego et de retrouver, en fait, une certaine humilité et de, me brancher avant tout sur les ressentis, plutôt que sur les pensées ou l'analyse. Tu tu m'as partagé qu'il y avait des blessures anciennes qui étaient remontées du coup, quand tu as travaillé sur toi après le Bataclan, avec les Ouais, personnes avec que tu nous as présentées, enfin les bénévoles qu'on ouais. salue et qu'est-ce que tu as découvert sur toi? Qu'est-ce que tu as pu faire le ménage de certains trucs, Ouais, en fait, moi, j'ai une histoire qui est assez particulière, notamment familiale, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai un père et un grand-père qui se sont suicidés. J'ai vécu, en fait et j'ai grandi avec ça et en fait, en comment dire? En me disant que j'étais, fort. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu aucun suivi, en fait, par rapport à ça. Ma mère est partie en dépression, à un moment donné, forcément et en fait, moi, je me devais, en tout cas, c'était mon impression, je me devais d'être fort et donc j'ai avancé, j'ai poursuivi mes études et puis finalement, j'ai continué à travailler, enfin, je me suis marié, j'ai fait ma vie tout simplement, quoi. Mmh. Et ce que je pensais, en fait, être réglé puisqu'en fait, au final, ça ne me perturbait pas dans mon quotidien, en tout cas pas consciemment. En fait, en gros, tout ça, la notion de la mort, en fait, est remontée avec le Bataclan et j'ai pris conscience, justement, en fait, en gros, en me formant un petit peu à ces différentes choses, à quel point, l'inconscient, peut, dominer notre vie, la conditionner et en fait, nous rendre malheureux, même et justement, en fait, en gros, c'est la face, immergée de l'iceberg. C'est-à-dire qu'en fait, on ne s'en rend pas compte. C'est diffus, c'est flou et il suffit d'un élément déclencheur pour que justement, en fait, en gros, tout puisse remonter et nous déstabiliser complètement. D'où l'importance effectivement de pouvoir, se purger aujourd'hui, voilà, des blessures anciennes, de pouvoir libérer le poids du passé et de pouvoir regarder en face, en fait, en gros, ce qui nous a blessés tout simplement, des chocs émotionnels, des traumas, ce genre de choses, quoi. Et moi, il faut savoir aussi que, mon réflexe premier en fait, après le Bataclan, c'est de retourner directement travailler. C'est-à-dire que, avoir bravé, en fait, on va dire, ces différentes choses. Mon ego me disait: «Mais tu es capable d'encaisser, donc c'est pas ça qui va t'arrêter». Mais en fait, à un moment donné, c'est mon entourage qui m'a dit: «Mais non, tu peux pas continuer comme ça, c'est pas possible, quoi». Quel conseil, quel message tu donnerais à quelqu'un qui subit comme ça un gros traumatisme, qui traverse ou qui vient de traverser quelque chose, justement par rapport à ton expérience, là où peut-être tu penses avoir fait des erreurs et tu aurais dû peut-être faire autrement, quel est, fort de ton expérience, le message que tu pourrais transmettre? Ah bah, clairement, je conseille, en fait, d'aller voir un professionnel de santé, dans les différents domaines, en fait, hein. D'aller voir un médecin qui va peut-être pouvoir effectivement ensuite vous renvoyer vers un psychologue. Puis après, il y a aussi effectivement enfin voilà, tout aujourd'hui, on est vraiment dans une période où on voit bien la complémentarité, des différentes pratiques, qui permettent à la fois de s'apaiser sur le plan émotionnel. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on prend davantage en considération la partie émotionnelle, là où avant, en fait, on ne
enfin de mon point de vue, hein, où on ne pouvait considérer que la partie, peut-être, psychologique. Et moi, je vois, je reçois parfois des personnes, en fait, en séance Mmh. où, en fait, qui ont vécu des traumas. C'est-à-dire quelqu'un qui a perdu, un conjoint d'un accident de moto, ou quelqu'un qui a perdu sa femme avec qui il vivait, en fait, pendant il a vécu pendant 50 ans ou 70 ans. Et en fait, voilà, je à travers des soins énergétiques, on est aussi capable, en fait, en gros, d'apaiser sur le plan émotionnel. Ça ne veut pas dire qu'effectivement, ça ne va pas nécessiter, en fait, un travail en psychologie pour pouvoir se libérer de choses. Mais en fait, il y a vraiment des clés, où on peut énormément gagner de temps, plutôt que de traîner en longueur, en fait, à vouloir faire soi-même, ou à vouloir refouler, en fait, en gros, se «pourrir» entre guillemets la vie. Alors qu'en fait, justement, en étant bien accompagné, en fait, on peut vraiment, prendre des raccourcis et se libérer, en fait, en gros, de ce qui nous voilà, de ce qui nous pèse, quoi, de ce qui nous pourrit la vie. On va d'ailleurs, d'ici quelques instants, donner la parole à Éric Dudoit qui est avec nous, psychologue clinicien, diplômé en théologie, professeur à l'université, auteur. Hem, hem, il y a cette idée de mission de vie peut-être, c'est un terme qu'on peut discuter bien sûr, mais hem, quelque part, on a l'impression que on t'a aidé, voilà, suite au Bataclan. Quelque part, à un moment donné, tu t'es laissé te faire aider. Et aujourd'hui, quelque part, tu aides les autres. Alors, c'est souvent qu'on entend des histoires comme ça où on a envie d'aider les autres, parce que nous, on a traversé la jungle, on veut bien, aider les autres à la traverser aussi. Est-ce que tu penses que c'était ta mission de vie à un moment donné, que d'aider les autres, avec ta pratique aujourd'hui qui était le magnétisme, en tout cas dans cette partie de ta vie aujourd'hui? Mais c'est assez étonnant parce que en fait, dans mon ancienne vie, j'aidais les autres, en fait, à faire leur communication, heu et en réalité, j'aidais les autres, en fait, voilà, enfin, on était dans un contrat qui était plutôt commercial, en réalité, avec toute la bienveillance et effectivement tout le professionnalisme que je pouvais faire. Maintenant, ça va vraiment au-delà, c'est-à-dire que, les personnes que je reçois en séance, non, enfin, c'est assez étonnant. Après, en fait, oui, il faut pas aller vers l'ésotérisme, mais enfin, ce que je constate, c'est que quand même, je vois beaucoup de points communs entre ce qu'elles vivent et ce que moi j'ai pu vivre. On a tous, hein, des expériences, on va dire, j'aime pas dire le mot échec, mais d'épreuves, et qu'effectivement, c'est en ayant traversé soi-même ces épreuves que, d'après moi, en fait, on peut plus facilement Mmh. comprendre, orienter, aider, la personne qu'on a en face de nous. Et en fait, enfin voilà, ce que j'ai réalisé, c'est que depuis le Bataclan, ça fait 10 ans, hein, ça va faire 10 ans là, le 13 novembre. En fait, ma vie, elle a complètement changé parce que là où parfois je traînais les pieds à râler sur tout, sur les clients, sur la météo, sur, voilà, tout ce qui n'allait pas, le verre à moitié vide, en fait, bah, je me rends compte, en fait, depuis que chaque jour est un jour de plus et pas un jour de moins. Et en fait, c'est un vrai plaisir aujourd'hui, ça donne du sens de pouvoir accompagner des personnes en souffrance. Là où moi j'ai effectivement, par rapport à différents traumas, chocs émotionnels et cetera, pour moi ça donne de la consistance à ma vie, même si j'ai pas le syndrome du sauveur aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui, j'apprécie ma vie, mais j'apprécie aussi le fait d'aider et d'accompagner en fait, des personnes qui empruntent le même chemin que j'ai pu emprunter, et à mon modeste niveau, pouvoir les aider à aller mieux, et ça me nourrit. Merci, beaucoup, Philippe, c'était Philippe Grand. Tu restes avec nous, bien sûr, et on accueille, mais vous l'avez déjà, entreaperçu dans les écrans, Éric Dudoit, psychologue clinicien, professeur à l'université, également diplômé en théologie, auteur. Éric, peut-être un mot, une réaction comme ça à chaud sur, l'histoire de Philippe et ce qui s'est passé après coup? Alors, ce qu'on vient d'entendre d'abord, c'est très émouvant, c'est très très touchant et très noble, très courageux de la part de Philippe. Parce que, souffrir d'une anxiété généralisée ou ce qu'on appelle les troubles de stress post-traumatique, on appelle ça avant comme ça, c'est 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 pas rien. Enfin, à en parler comme ça, on a l'impression que c'est rien, mais c'est pire que toutes les enfers qu'on puisse vivre. Donc vraiment Philippe, bravo, j'ai pas d'autres mots et
Alors il y a des petits points comme ça qui ressortent et ce qui est important, me semble-t-il, c'est le changement de vie. C'est ce qu'on retrouve dans par exemple, dans des cas d'EMI, ce qu'on retrouve dans des cas de maladies très graves où la personne peut s'en sortir ou et cetera et que la vie, la source, je ne sais pas comment la nommer, fait que, eh ben, tu disais l'ego, moi je dirais le moi pour rester français, le moi de la personne peut arriver, même s'il est entaillé, même s'il est bouleversé et le mot est faible, à tenir un peu debout et à faire comme dit, Erich Fromm, qui est un psychologue humaniste des années 90, à faire que, eh ben, avoir a moins d'importance qu'être. C'est cette balance-là que j'ai vue chez toi qui est vraiment, vraiment belle et et de on m'a aidé. Alors le «on», c'est à la fois des thérapeutes, physiques ou non, et c'est la vie et c'est toi et on m'a aidé donc j'aide et ça me semble vraiment très, très beau, quoi. Voilà, à chaud. Bah, merci. J'ai envie de citer ton livre puisque, on dirait que, d'une certaine façon, Eric a 2 vies, celle d'avant, celle de maintenant, une où il est plus aligné visiblement et ton livre «D'une vie à l'autre», c'est 15 histoires inoubliables d'un passeur d'âme chez Larousse. Alors passeur d'âme parce que, tu passes, une grande partie de ton temps à accompagner les gens qui sont censés aller, dans l'au-delà. Est-ce que tu peux nous en dire un mot de cette activité où, li tu as étudié ceux qui reviennent aussi, comme tu as parlé des EMI, Oui. mais ces histoires de ce livre «D'une vie à l'autre». Bah, c'est l'histoire, en fait, c'est l'histoire de ma vie et je partage avec Philippe l'histoire d'un trauma, je mets des guillemets pour moi, mais c'est quand même, ma belle-mère qui est morte dans mes bras il y a 30 ans et je commençais à être, psychologue en soins palliatifs et l'autre, elle a balayé toutes mes études en me disant: «Vis-le». Quand je l'ai vécu, j'ai fait comme Philippe, j'ai dit: «Ouh, c'est pas bon du tout» et j'ai eu très, très peur. J'ai fait des attaques de panique. J'ai fait comme tout le monde enfin comme tout le monde. Moi, je suis parti carrément dans le désert, pour me ressourcer et bien sûr dans le désert, je priais Dieu puisque j'avais fait théologie et personne me répondait, c'était l'enfer. Mais il y a quelque chose qui m'a répondu, c'est mon corps. C'est-à-dire que je me suis rattrapé à mon corps, en me disant: «Bah, tu chaud, t'as chaud, t'as froid, t'as froid». Des trucs un peu bébêtes comme ça. Après j'ai su en faisant mes études de psychopatho que c'était pas si bébête que ça, mais que c'est le corps qui m'a rattrapé. Et puis ce qui m'a rattrapé, c'est aussi des gens, bah, qui faisaient de la psychothérapie. À la fois, j'avais mon psychanalyste, donc il m'a beaucoup aidé, mais aussi des gens qui faisaient des choses à côté, comme du magnétisme, comme coupeur de feu ou n'importe quoi. Je dis n'importe quoi, ça peut paraître péjoratif, mais c'est que j'ai pas de mots. Je suis vraiment désolé, c'est vraiment important d'avoir les 2 et c'est ça qui m'a profondément aidé et qui m'a donné ma mission de vie pour reprendre ce joli mot. C'est-à-dire que moi j'ai un ego démesuré, hein, Philippe. C'est-à-dire que pour faire docteur, il faut avoir un ego au-delà de tous les égos. Parce que franchement, ça sert à rien, mais c'est pas grave, on est content. Un jour, je suis rentré de l'autoroute en ayant mon doctorat, je dis: «Je suis docteur». J'ai mis ça dans les chiottes de ma mère, ce qui est vrai. Elle a beaucoup apprécié mon truc et et je suis redescendu après sur terre en me disant: «Mon pauvre Dudois, t'es un parmi d'autres, c'est déjà pas mal, calme-toi». Il en On faut est quand même, hein. Il en faut quand même. i bah, il en faut, mais je pense que la nouvelle enfin, je vois mes étudiants à la fac sont de nouvelles personnes par rapport à nous et ils sont beaucoup plus ouverts,
ce qu'on appelle la psychologie transpersonnelle, interactive. Mmh. Donc, d'intégrer des gens comme Philippe et de pas les rejeter. Avant, il y avait plutôt une guéguerre entre psychologues, entre médecins et maintenant, il y a plutôt une prise de conscience de, tout simplement de ce que dit Inexploré depuis que je le lis. C'est-à-dire que il faut aller de l'avant et quand on va de l'avant, il y a des choses qu'on ne connaît pas. On fait de l'EMDR, au début, c'était mal vu. Moi, j'ai connu l'EMDR et c'était quasi une secte et maintenant, c'est ce qui est préconisé pour les traumas. Donc il y a des choses qui bougent, qui changent. Hem, alors après, ne pas se servir de l'industrie pharmaceutique. Moi, je fais partie des psychologues qui sont OK avec l'industrie pharmaceutique en sachant, comme le dit Raoult, que c'est des brigands. Donc, c'est des brigands, mais ils peuvent nous aider. Il y a des gens qui sont moins costauds, j'aime pas le terme costaud, qui ont moins d'appui que ce que nous a dit Philippe et qui font qu'on a besoin d'essayer des médications. Pour ma part, j'en ai pris. Ah, je vais pas me cacher, je comme quand j'ai eu ça, j'ai pris des anxiolytiques, j'ai pris des antidépresseurs. Ça fait le chemin que ça a fait. Ça m'a permis de survivre un petit peu. Alors, juste pour, le MDR, hein, c'est une technique, qu'utilisent certains, psychologues avec les yeux pour le cerveau, droite, gauche, pour revivre des traumas et les apaiser un petit peu, hein. Mmh. Hem, qu'est-ce qui fait que certaines personnes, hem, on l'a vu, hein, on a entendu tout à l'heure, Philippe, enfin, à un moment donné, on a envie de rester dans son canapé quand on a vécu l'horreur et qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui vont, plonger et des gens qui vont à un moment donné réussir à rebondir vers peut-être une nouvelle vie, heu, comme si ce fut un tremplin. Qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui s'en sortent et d'autres peut-être moins, après un gros, choc traumatique? En fait, tout le monde s'en sort. Mais socialement, il y en a qui s'en sortent socialement et d'autres non. Il faut bien comprendre que, enfin, je l'âme, l comme le disait Jung, comme le disait même Freud, hein, faut lire les lettres de Freud plutôt que ses théories des fois. I L'âme, elle est là et c'est la personnalité qui a le choc traumatique. C'est la personnalité qui se trouve submergée, débordée et il y en a qui arrivent à s'en sortir. Beaucoup y arrivent avec une addiction, Mmh. cigarette ou autre plus grave, enfin pas plus grave, plus délétère on va dire et mais tous s'en sortent. C'est-à-dire que quand bien même vous ayez vécu le Bataclan et que vous êtes encore sur votre canapé 10 ans après, pour votre être le plus profond, on a perdu un peu de temps. Mais le temps n'existant pas, c'est pas trop un souci, vous voyez? Par contre, socialement, ce que je trouve extraordinaire chez Philippe, c'est qu'il accepte des trucs pas possibles. Normalement, on l'accepte pas ça. Il dit: «Je vivais bien, j'avais l'opulence, j'avais» et là, je me retrouve à faire un métier où j'aide les autres, mais je gagne vachement moins. C'est plus dur et ça, pour moi, c'est la marque de quelqu'un qui a fait travail au sens d'accoucher, pas au sens de travail laboris, sur lui et c'est beau, c'est fort. Alors il y a des termes où, en tant que pinailleur de psychologue de 3 francs, je ne serais pas d'accord avec lui, mais ça on peut en discuter, c'est juste des termes. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui différencie il me semble, hein, un un docteur en psychologie et des brouettes et quelqu'un qui n'a pas fait ça, c'est juste le fait que nous, on nous a offert les termes. C'est-à-dire que le fait d'aller à l'université, on m'a donné des mots. Ces mots, je les ai pris et j'ai dit: «Ça, ça veut dire que, et ça veut dire que» et alors que mes amis qui sont coupeurs de feu ou autres, ou Philippe, ils n'ont pas forcément ces mots-là. Ils ont d'autres mots par rapport à leur métier. Mais en fait, quand je l'écoute, je me reconnais, quoi. J'ai pas de
OK, on a besoin à la fois de Philippe, à la fois d'Éric et à la fois peut-être des fois d'un médecin et c'est comme ça qu'on va construire le monde de demain. C'est pas en se disputant, mais c'est plutôt en comprenant et ce qu'il a vécu est extrêmement important pour moi parce qu'il avait la sensation d'être heureux. C'est ce que j'ai noté au début et honnêtement, moi, j'avais la sensation d'être heureux et je crois que nous tous qui avons fait l'université avec nos diplômes et cetera, jusqu'au moment où il nous arrive une tuile, on a la sensation d'être heureux. On est les rois du pétrole et du monde et la vie vient non pas comme une punition, mais plutôt comme un secouage parce qu'on peut le vivre. Elle nous secoue et on se dit: «Ah ben non, c'est pas ça vivre, c'est autre chose». Et ça, j'ai adoré dans ce que disait Philippe. Il y a plein de choses qui sont belles dans ce que tu as dit, Philippe. Je peux pas toutes les reprendre, mais c'est vraiment, heu, un moment, un virage de perception dans la vie. C'est exact, j'aurais pas pu trouver des mots plus forts. C'est-à-dire qu'il t'arrive c'est l'horreur de l'horreur, quoi, ce qui t'est arrivé. Tu vois des corps qui tombent et d'un coup, il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui est suffisamment stable, pas tout le monde a ça, hein, pour pouvoir dire: «C'est un virage perceptif, je vais continuer». À part dire, mmh, voilà, bravo. J'ai 2 questions pour toi, Éric. Tout à l'heure, on t'a entendu justement parler de ton aventure dans le désert, si je puis dire, et effectivement de ce moment où on peut se sentir complètement perdu et tu parlais justement, de la psychopathologie et de ce rapport au corps en disant: «J'ai chaud, j'ai froid» et tu as dit finalement, c'était pas si bête que ça. Est-ce que tu pourrais peut-être développer un petit peu? Pourquoi le corps aussi est important dans cette, épreuve-là? Je pense que je vais pas me faire forcément que des amis, mais tant pis. Je pense en psychologie, en psychopatho, on pas toujours, mais pendant quelques années, 100 ans à peu près, on a mis le corps hors jeu. Alors que même Jacques Lacan nous a dit: «Le corps est un hiéroglyphe». C'est-à-dire que c'est 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 quelque c'est un glyphe sacré, c'est une écriture sacrée et là, moi, dans ma pratique maintenant, j'utilise le corps et alors le corps, ça peut être, comme l'a dit Philippe, via la méditation, vipassana ou juste la méditation shamatha avec la respiration, mais ça peut être aussi plus dans le fait de ressentir des choses et là, moi, j'aime beaucoup un poète qui s'appelle Christian Bobin et Christian Bobin nous montre comment on peut aller jusqu'au bout du corps. C'est-à-dire qu'une brindille qui tombe avec l'ouïe, avec l'odeur, avec c'est quelque chose d'extraordinaire Et et ça nous ramène à l'instant présent et ça nous évite justement une fuite du mental ou c'est encore autre chose? c'est un peu ça. Alors, moi, j'ai moins de je suis pas en guerre après mon mental, ni après mon ego, mais je les vois, ils m'amusent. Mon mental me sert à retrouver ma bagnole, il est vachement important. Il me sert à donner des cours. Dans la thérapie, il me sert pas et c'est ce que disait enfin, c'est ce que j'ai compris de ce que disait Philippe. C'est-à-dire que quand on est thérapeute, le mental, il est juste là à des petits points, mais s'il sert tout le temps, c'est plus de la thérapie, c'est autre chose, c'est un cours. Mmh. Mais ce qui me semble très, très important, c'est que la question de Wittgenstein: «Je suis un corps ou j'ai un corps?» la réponse, c'est: «Je suis un corps, quand bien même je suis une âme». Mmh. Alors, ça paraît paradoxal, mais tant que je suis dans ce corps et quand je reçois un trauma, c'est le corps lui aussi, alors même si c'est, cérébral, hein, qui va répondre et je pense à un thérapeute américain qui s'appelle Lavigne qui avait commencé et qui a montré que les traumas de guerre pouvaient se travailler via le corps. Mmh. Voilà, vous venez d'écouter un extrait de ce podcast. Dans la suite de cette émission, nos 2 intervenants vont croiser leurs regards dans un débat assez passionnant pour aller encore plus loin sur toutes ces questions.
Alors, pour accéder à l'intégralité de la discussion, il vous suffit de vous abonner à Inexplorer TV. On ne peut pas offrir tous les contenus, j'espère que vous le comprenez. On a besoin de votre engagement. En vous abonnant, vous retrouvez tous nos podcasts en version complète, mais aussi tous nos documentaires. Et chaque vendredi, de nouveaux contenus pour explorer les mystères de la conscience et les mystères du monde. Si vous le pouvez, rejoignez-nous, soutenez notre démarche et vivez l'expérience Inexplorée en intégralité.